Les pouvoirs de Jewelry Bonnie lui permettent d'utiliser le Gear 5 de Luffy sans aucune difficulté apparente. Si c'est un événement qui a beaucoup divisé la communauté cette semaine, c'est surtout sur l'intérêt pour l'histoire et la symbolique derrière cette transformation qui va m'intéresser aujourd'hui. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça devient n'importe quoi comme on l'entend beaucoup? Laissez-moi vous donner mon avis sur tous ces sujets dans l'analyse complète du chapitre 1118 de One Piece. Le chapitre commence là où le dernier s'est arrêté. Les doyens ont réussi à stopper le message de Vegapunk au moment où il allait révéler quelque chose de sans doute essentiel concernant Lady, et le géant de fer a été projeté à la mer. En coulant, on entend une toute petite partie de la fin du message qui n'est plus diffusée nulle part et qui parle de certains noms. Nous ne savons pas de qui il parle à ce moment-là. Peut-être qu'il voulait révéler au monde que le Joy Boy dont il a parlé depuis le chapitre 1114 et qui s'est opposé au gouvernement mondial est revenu. Malheureusement, nous ne saurons jamais si c'est vraiment ce qu'a voulu dire Vegapunk. Et comme on s'y attendait depuis le dernier chapitre, il va falloir encore attendre un peu avant d'avoir de véritables révélations sur le dit. Quoi qu'il en soit, on voit maintenant les réactions du monde qui écoutait jusqu'à maintenant les paroles de Vegapunk, se demandant ce qu'il a pu se passer pour que le message soit aussi brusquement interrompu. Normalement, le monde entier sait qu'il est mort, puisque au début de la transmission, il a bien précisé que ce message serait lancé une fois que son cœur se serait arrêté. Néanmoins, si nous savons ce qu'il se passe sur l'île, que les Mugiwara sont actuellement encerclés par le gouvernement mondial et la marine, et que Vegapunk a fait une alliance avec Luffy et son équipage, le monde, quant à lui, n'en a aucune idée. Et actuellement, les seules informations qu'ils ont proviennent du journal paru au chapitre 1088 après l'incident sur la ruche, indiquant que l'empereur Luffy au chapeau de paille a pris en otage le docteur Vegapunk. Un article dont s'était d'ailleurs indigné Vivi en affirmant que Luffy ne ferait jamais un truc pareil. Maintenant, qu'est-ce que ça change et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? À partir de maintenant et plus qu'avant encore, Luffy et tous les personnages liés de près ou de loin à lui pourraient devenir la cible de la marine ou même de citoyens en colère. Parce que la vérité, c'est que tout le monde aime le docteur Vegapunk. Il a fait beaucoup de choses pour plein de gens et son génie est vraiment très précieux pour tout plein de monde. À partir de là, il est donc certain que le coupable de l'assassinat du scientifique serait très largement détesté d'une grande partie du monde. En plus de ça, en prenant en compte les conséquences de la tentative d'assassinat sur un dragon céleste provoquée par les OSI pendant la rêverie, ce n'est pas vraiment le moment pour Luffy de se mettre le monde entier à dos, puisque rappelez-vous, les OSI, en protégeant Shirahoshi de San Carlos, ont bien pris le soin de préciser leur nom et leur affiliation à Luffy. Aujourd'hui, les chevaliers divins, avec à leur tête Garling Figarland, ont été chargés de retrouver les coupables de cet incident et de tout simplement les faire exécuter. Mais évidemment, et comme on a pu le constater dans le flashback de Kuma, Figarland est un dragon céleste comme les autres et méprise tous ceux qui lui sont inférieurs, ce qui fait que le tournoi n'avait même pas encore commencé et qu'il avait déjà commencé à tuer. Ce que je veux dire ici, c'est que il sait désormais que les coupables qui s'en sont pris à Charlos sont liés à Luffy, donc probablement qu'il ne va pas s'embêter à trouver les véritables coupables, mais qu'il va s'en prendre à tout ce qui est lié de près ou de loin à Luffy, c'est-à-dire son équipage, mais aussi sa flotte, les îles qui sont sous sa protection, comme l'île des hommes poissons ou Wano, mais aussi, et pourquoi pas, le village de Fushia, son village natal, réalisant ainsi les craintes de Hoopslap, le maire du village, qui répétait sans cesse qu'avoir un pirate originaire de l'île ne devait pas être une fierté, et que ça pouvait même finir par leur attirer énormément de problèmes. On prend un court instant pour parler de Lilith et Atlas, les deux seuls satellites encore en vie, en plus de York, et qui sont maintenant la cible des doyens. En effet, Shaka a été tué par York au chapitre 1077, Pythagoras a été écrasé par S-Snake au chapitre 1078, et enfin la mort d'Edison n'a pas été montrée, mais on l'a vu très récemment dans les derniers chapitres, et il était vraiment en très mauvais état. Il s'est sacrifié en passant le dôme pour permettre aux Mugiwara de propulser le Sunny à la mer, ce qui ne l'a pas tué sur le coup, mais probablement qu'au final, il n'a pas survécu. Maintenant, et sans compter York, il ne reste que deux satellites capables de nuire au gouvernement et de porter la volonté du véritable Vegapunk vers un chemin plus juste. Au chapitre 1071, Shaka disait à Lilith que leur unique but était d'assurer la survie et la fuite de Stella, et ce, même si les satellites devaient se sacrifier. Malheureusement, Vegapunk est mort, et même si c'est One Piece, il y a peu de chances qu'il revienne à la vie. Alors maintenant que tout le monde sait que York les a trahis, que le gouvernement va tout faire pour la garder en vie et se débarrasser des deux autres, est-ce que au moins l'une d'entre elles pourrait parvenir à survivre? Maintenant qu'on a la confirmation que les satellites peuvent vivre même après la mort de Stella, est-ce que Atlas, ou bien Lilith, va réussir à s'en sortir et continuer à faire vivre le génie de Vegapunk? C'est probablement ce qu'il va se passer, mais je n'imagine pas les deux s'en sortir pour autant. Pour moi, l'une des deux va devoir se sacrifier pour sauver l'autre, et d'ailleurs c'est un parallèle intéressant, parce que la question que se posait aussi dans les derniers chapitres concerne aussi beaucoup les satellites. Maintenant que Stella est mort, maintenant qu'ils ne sont plus que des machines qui fonctionnent grâce au
Exopunk Records, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et la réponse, c'est Edison qui l'avait donné avant de mourir. Si Atlas ou Lilith décident de se sacrifier pour l'autre, c'est là qu'on aura la confirmation de leur humanité, et qu'elles ne sont pas de simples machines obéissant à des ordres. Ce dilemme les obligeant à laisser l'une d'elles derrière auquel on pourrait assister sera la preuve de leur humanité et de la transmission d'une volonté que l'autre va devoir porter jusqu'au bout. Le but de la survie d'une des deux étant de faire barrage à York et leur savoir commun qu'elle veut utiliser au profit du gouvernement. À partir de là, le satellite survivant pourrait pourquoi pas rejoindre l'armée révolutionnaire, un choix que Vegapunk n'avait pas fait à l'époque, principalement à cause d'un manque d'argent et de ressources, un manque que le gouvernement lui comblait parfaitement. Aujourd'hui, et avec toutes les révélations faites par Stella, le but est de se dresser directement contre le gouvernement et avoir un scientifique comme Vegapunk, ou dans ce cas-là l'un de ses satellites au sein de l'armée de Dragon, serait sans aucun doute un énorme avantage pour le père de Luffy. On arrive à la fin du chapitre et on découvre, ou plutôt on constate que les pouvoirs de Bonnie lui permettent de prendre la forme Gear 5 de Luffy, une fin qui a énormément divisé, que certains considèrent comme du génie et d'autres comme la preuve du déclin de l'œuvre et de son auteur. Alors, est-ce que c'est trop puissant pour un personnage comme Bonnie? Est-ce que ça décrédibilise le pouvoir de Nika? Est-ce que c'est n'importe quoi? Ça n'a aucun sens? Bref, plein de réactions et de questions que cette transformation a amené avec elle. Mais comme je l'ai dit dans l'intro, ici on va surtout s'intéresser à la symbolique et à l'intérêt d'un tel événement. Pour l'histoire, pour cette œuvre, qu'est-ce que cette transformation veut réellement dire? Nika représente l'espoir. Nika n'est pas un personnage, c'est une entité. Réelle ou fictive, personne ne peut vraiment le dire actuellement, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un personnage. C'est une sorte de volonté en laquelle les esclaves et peuples opprimés croient afin de garder espoir et continuer d'envisager un avenir idéal. Une croyance qui, selon la théorie de Vegapunk, aurait donné naissance à un fruit du démon, un fruit que Luffy et Joy Boy ont chacun mangé à une époque différente. Mais à la base, et de ce qu'on sait pour le moment, Nika n'est rien d'autre qu'un mythe qui donne suffisamment de force à des gens pour continuer de vivre. Et c'est d'ailleurs toute l'histoire de la vie de Kuma. C'est cette croyance en Nika qui lui a donné la force de vivre, la force de tenir face à la mort de ses parents, la force de s'échapper des griffes du gouvernement, la force d'encaisser la mort de Ginny et de tout faire pour que Bonnie ait la plus belle des vies. Probablement que sans cette croyance que son père lui a transmise, Kuma ne se serait jamais autant battu pour survivre. Toute sa vie, il a cherché Nika et son rêve a toujours été de devenir un héros comme lui et de sauver le plus de monde possible. Un rêve et une croyance qu'il a pu transmettre à Bonnie avant de totalement disparaître. C'est dans le but de rencontrer Nika que Bonnie a pris la mer, et du haut de ses 12 ans, elle n'est rien d'autre qu'une enfant qui a eu une vie difficile, privée du monde et de ses parents, qui ne fait que rêver de liberté. En fait, Bonnie est comme ces enfants qui s'échappent d'une vie compliquée à cause de problèmes familiaux sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Sauf que, au lieu de mettre une cape ou de jouer avec des figurines, Bonnie a des pouvoirs qui lui permettent de concrétiser ses rêves. Et d'ailleurs, cette transformation, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, et on aurait même pu le prévoir depuis un moment, puisque au chapitre 1103, elle a déjà essayé de prendre la forme de Nika, une attaque qui n'avait rien donné à cause d'un espoir qui s'évanouissait petit à petit. La vérité, c'est que lorsque son père lui parle de Nika, elle se met à rêver, à vouloir le rencontrer, mais après avoir pris la mer et voyagé pendant 2 ans à n'avoir rien trouvé et se retrouver là, à apprendre comment son père est mort et constater que Nika n'est jamais apparu, elle a commencé à perdre espoir. Alors forcément, quand 3 chapitres plus tard, elle tombe nez à nez avec l'exacte description du héros que lui faisait Kuma, elle reprend espoir et elle lui demande même de lui apprendre à se battre comme lui. On devait s'attendre à ce que Bonnie retente une nouvelle attaque, et avec son rêve qui se réalise devant ses yeux, forcément qu'elle reprend espoir, et forcément aussi que sa transformation réussit du premier coup. Au chapitre 1113, elle a pu se transformer en géante. Si son rêve avait été d'être astronaute, probablement que son pouvoir lui permettrait d'imaginer un futur comme celui-là. En fait, l'incohérence et la non-maîtrise du récit, comme ça a pu être reproché, aurait été que justement son pouvoir ne lui permette pas de se transformer de cette manière. Et dans ce chapitre, je trouve au contraire que c'est extrêmement bien maîtrisé et extrêmement lourd de sens, surtout avec le passif de son père et tout ce qu'il lui a légué avant de partir. Maintenant, est-ce que c'est trop puissant? Est-ce que ça décrédibilise les pouvoirs de Luffy? Ça, on le verra dans le prochain chapitre. Mais quand elle s'est transformée en géante, elle a bien précisé que ces transformations ne pouvaient durer que quelques instants. D'ailleurs, elle n'est pas Nika, elle imagine être Nika. Alors, si on la met en face de Zunesha ou du géant de fer, probablement qu'ils ne réagiront pas en la voyant. Au final, le pouvoir de Bonnie est la matérialisation de l'espoir des esclaves et opprimés de ce monde. Kuma a toujours rêvé de se retrouver à la place de sa fille face à Nika lui proposant de se battre à ses côtés. Selon moi, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver à Bonnie et qui perpétue parfaitement le développement de Kuma. Désormais, elle doit vivre et pourquoi pas pour la suite, aider Nika à aller au bout de son destin.